Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog où vous retrouvez plein d'informations importantes et utiles sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par des vacances ici ou que vous décidiez de venir y vivre. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je partage la vie au quotidien à Toronto. Alors cette vidéo, je l'ai pensée comme une petite checklist à vous partager avant de faire le grand saut et de venir vous installer au Canada. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je suis pas sûre que l'ordre que j'ai dans ma tête soit l'ordre le plus logique pour vous. Mais bon, je vous donne les informations et vous les remettrez dans l'ordre qui vous correspond. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne rien payer en avance, autre que sur des plateformes officielles comme Airbnb par exemple, parce qu'en fait il y a plein d'arnaques de gens qui profitent des nouveaux arrivants pour vous demander de payer pour des logements qui soit n'existent pas, soit ne sont pas disponibles, et donc vous pouvez vous retrouver à donner beaucoup d'argent au final pour vous retrouver le bec dans l'eau quand vous allez arriver ici avec aucun logement et devoir prendre peut-être un hôtel en urgence qui va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous aviez prévu. Donc ça on le répète assez sur les groupes Facebook de Français qui déménagent au Canada, et je pense que c'est valable pour d'autres pays, mais ne donnez pas d'argent directement à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour un logement qui vous a peut-être montré en photo ou sur FaceTime. On n'est pas sûr, en fait, on peut faire confiance à personne malheureusement, donc il vaut mieux s'adresser à des plateformes officielles où vous avez des assurances comme Airbnb. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de réserver un Airbnb pour un mois ou deux quand vous arrivez, pour pas avoir la pression et vous laisser un peu de temps pour trouver un logement, parce que c'est quand même la partie la plus importante, d'avoir un toit sur la tête quand on arrive. Moi j'en avais pris un pour une semaine et j'avais trouvé du jour au lendemain mon appartement. Attention, rappelons-nous que c'était 2014, c'était pas du tout le marché immobilier qu'on connaît actuellement à Toronto. C'était beaucoup plus simple, c'était en coloc, et puis elle était désespérée de toute façon la dame, puisque elle devait louer c'était le 2 juillet et en fait elle avait personne. Donc moi quand je lui ai dit oui, elle était tellement contente que de savoir qu'elle allait pas avoir un mois où elle allait pas avoir de rentrée d'argent, donc ça a été plus facile. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est aussi de favoriser les logements où vous pouvez annuler sans frais, parce que si jamais vous trouvez un appartement par exemple au bout d'un mois, vous avez trouvé un appartement, vous allez pouvoir emménager au début de votre deuxième mois. Si vous avez payé 2 mois de Airbnb et que vous ne pouvez pas annuler, vous allez avoir un mois du coup dans le vent, parce que vous n'allez pas passer à côté d'un logement qui pourra vous durer 1 an, 2 ans voire plus pour un mois de Airbnb. J'ai un truc dans l'œil, qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Bon, moi j'ai pas... Ah bon, c'est bon. C'est tout ça où j'arrive plus à parler, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui interrompe mes vidéos. Mais voilà, l'annulation sans frais, c'est ce que j'ai réalisé en fait quand j'étais en Bolivie. C'est que le premier logement que j'avais prévu de garder pour toute la durée de mon séjour, en fait je pouvais l'annuler sans frais, et j'en ai pris un deuxième qui était plus lumineux parce que je travaillais là-bas et j'en voulais juste un peu plus lumineux. C'était vraiment un changement de luxe, hein. C'était pas du tout, c'était pas une question de vie ou de mort, mais j'avais envie de changer, et en fait le deuxième je crois qu'il me gardait 50% du montant si j'annulais. Donc voilà, juste quelque chose à savoir et peut-être à faire attention si vous n'êtes pas habitué à louer sur Airbnb, de favoriser les logements où vous n'aurez pas d'annulation. Comme ça, si vous trouvez un logement qui vous plaît qui est dispo au début de votre second mois, vous pouvez annuler votre second mois d'Airbnb, emménager dans votre appartement et vous n'aurez pas à payer 2 logements en même temps. Donc voilà, c'était le petit conseil. Et le dernier conseil par rapport au logement, c'est de profiter en fait de votre temps dans ce Airbnb, des premiers jours quand vous arrivez, les premières semaines, pour vous balader dans les quartiers qui vous intéressent. Donc j'imagine que avant peut-être vous aurez fait des recherches et vous aurez fait une liste de 3-4 quartiers qui vous intéressent, d'aller vous y balader, d'y passer une après-midi, d'aller boire un café, d'aller regarder les magasins qui sont autour pour les courses, pour les gens qui viennent en famille, de regarder les écoles qui sont autour peut-être, et de voir si c'est un quartier où vous voyez vivre, parce que c'est vrai que c'est très difficile de prendre cette décision par rapport à ce que les gens partagent sur internet, par rapport à Google Maps ou par rapport au site officiel de la ville. C'est très difficile, donc des conseils que je peux vous donner, c'est vraiment d'aller vous familiariser avec le quartier, d'aller voir si ça vous plaît pour pouvoir chercher dans ce secteur-là. Ensuite, en ce qui concerne les papiers pour le jour J, le jour où vous allez partir, vous allez prendre l'avion pour le Canada, je vous conseille d'imprimer tous vos documents, comme ça vous êtes tranquille, parce que c'est beaucoup plus simple de partager quelque chose avec les agents à l'aéroport ou avec les douaniers quand vous arrivez ici. Quand vous avez du papier, vous pouvez leur passer la pochette, vous leur montrer, c'est beaucoup plus simple que sur un téléphone, et d'ailleurs je pense qu'ils préfèrent aussi l'avoir en papier, c'est ce que j'ai recommandé.
Oui, j'ai un truc dans l'œil, j'arrive pas à parler, tout va bien. Bon, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, donc c'est pour ça aussi, là je viens d'enchaîner. Mais, fermons la parenthèse, en fait, c'est ce que j'ai dit aussi à ma mère là quand elle arrive dans quelques jours, c'est de bien vraiment tout imprimer. C'est ce que j'ai fait pareil pour aller en Bolivie, j'ai fait pareil pour aller en France. Donc les preuves de vaccination par exemple, j'avais aussi ça en papier. En fait, je les garde depuis mes derniers voyages et puis je les range et puis je les ressors quand je revoyage. Voilà, de vraiment tout imprimer, ça vous permettra d'être beaucoup plus tranquille et d'avoir ça vraiment, vous pouvez le mettre dans la main, dans la poche, c'est beaucoup plus accessible et vous n'avez pas aussi le risque de ne plus avoir de batterie. Et dans les papiers qu'il va vous falloir, il va falloir en numéro 1, le plus important, c'est votre visa. Donc si vous venez en PVT, c'est la lettre d'introduction. C'est en fait le papier officiel de l'immigration canadienne qui vous dit que vous avez le droit de venir vous établir sur le territoire. Donc c'est vraiment un document super important. Sans ce document-là, évidemment, vous ne pourrez pas avoir votre visa et on vous renverra, enfin, on vous donnera un visa visiteur, on vous renverra chez vous. Et donc c'est vraiment le document le plus important à avoir avec vous. Ensuite, il vous faudra une assurance. Le Canada vous demande de venir avec une assurance pour être sûr que si vous avez quelque chose, vous allez être couvert. Et attention, il faut bien que l'assurance soit de la durée totale de votre séjour. Si vous avez un visa de 2 ans, il faut que l'assurance soit de 2 ans. Et ça, on a vu des dizaines de personnes. Ça s'est un peu calmé sur les dernières années, donc je pense que le mot est passé. Mais les premières années où je suis arrivée, c'était vraiment tout le temps des gens qui disaient « Ah, mais mon visa, finalement, au lieu d'avoir... » Bon, c'était des PVT d'1 an à l'époque. Au lieu d'avoir 1 an, j'ai 9 mois. Et en fait, c'est parce que les gens avaient montré une assurance de 9 mois. Et en fait, ils voulaient faire des économies en se disant bah, je vais peut-être je paierai les 3 mois restants plus tard. Sauf que le Canada veut s'assurer que vous êtes bien couvert pendant toute la durée de votre séjour. Et aussi attention, puisqu'il y a seulement certaines assurances qui sont valides en fait. Par exemple, l'assurance de votre banque. Je prends cet exemple-là parce que c'était quelqu'un que j'avais eu autour de moi qui avait pris l'assurance de sa banque et c'est pas une assurance qui est reconnue par le Canada, donc ça n'a pas de valeur. Il faut vraiment des assurances voyageurs. Et sur le site de PVTist, il y a une liste d'assurances qui sont reconnues. Vraiment, ce serait vraiment dommage en fait d'arriver jusqu'ici et de vous faire refouler pour une histoire d'assurance. Ensuite, ça c'est facile, mais le lieu de résidence où vous allez aller, c'est un hôtel, un Airbnb, chez des amis, c'est une auberge de jeunesse, peu importe, mais en fait il faut vraiment avoir l'adresse du lieu où vous allez rester à partager avec les douaniers. Évidemment, votre passeport, donc ça semble très logique, mais surtout vérifiez bien que votre passeport est valable pendant toute la durée de votre visa, parce que sinon c'est le même problème que l'assurance, vous allez vous retrouver avec un visa qui va être de la durée de votre passeport. Donc si votre passeport ne dure pas, par exemple pour un PVT 24 mois, ils vont vous faire un visa par exemple de 13, 14, 15, 12, enfin le montant en fait jusqu'à la fin de votre passeport. Et donc ça c'est encore une erreur toute bête qui peut être corrigée avant, sauf que si vous ne le voyez pas avant, vous allez vous retrouver avec un PVT qui peut malheureusement durer bien moins longtemps que prévu. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié ça dans l'assurance, mais dans l'assurance, si jamais vous n'êtes pas sûr que vous voulez rester les 24 mois de votre PVT, il y a des assurances avec qui remboursent. Donc si vous pouvez payer les 24 mois, finalement au bout de 13 mois, vous en avez marre, vous rentrez, vous allez pouvoir vous faire rembourser le reste des mois que vous n'avez pas utilisé. Donc en fait, ça vaut pas le coup de prendre le risque de se dire non, mais de toute façon, je vais rester qu'un an et de prendre qu'un an d'assurance. Il vaut mieux prendre les 24 et se faire rembourser en rentrant et se laisser la possibilité, si ça vous plaît, de rester plus longtemps plutôt que d'être vraiment bloqué à 12 mois et dire bon bah tant pis, en fait j'avais l'option de rester 12 mois de plus, je l'ai pas prise et maintenant ça me plaît, j'aimerais bien rester, et vous allez devoir rentrer dans d'autres visas et ça va être beaucoup plus compliqué. Fermons la parenthèse de l'assurance et bien sûr tous les documents que vous avez soumis en fait pour votre demande de visa, c'est bien d'avoir une version papier avec vous si jamais on vous pose des questions, et vous vous sentirez bien plus en confiance si vous avez tout avec vous que si vous devez aller chercher dans votre Google Drive une réponse au douanier, enfin pour donner au douanier. Vraiment c'est beaucoup plus simple. Ensuite, dans votre valise, alors j'ai une vidéo que je vous mettrai ici ou ici qui est vraiment dédiée à la valise, quoi mettre, quoi éviter. J'avais fait ça il y a quelques mois, c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous donner aujourd'hui, mais je vais quand même vous parler des grandes lignes. Les grandes lignes, c'est surtout ne prenez pas de vêtements d'hiver. L'hiver français, je parle dans mon cas, mais bon, vous pouvez l'adapter à votre pays. Il y a quand même très peu de chances que ce soit aussi froid qu'au Canada. Donc c'est sûrement pas adapté à la météo ici. Et en plus, ça prend énormément de place, donc vous allez vous retrouver à perdre énormément de place dans vos valises et avoir des choses qui vont pas vous servir, ou en tout cas qui vont vous servir peut-être seulement à l'automne. Donc c'est un peu dommage, je vous conseille vraiment d'acheter ça sur place, donc ce qui est veste, chaussures d'hiver, ne mettez pas ça dans votre valise, vous allez perdre de la place pour rien. Les prises, je vous encourage à prendre une multiprise française, comme ça vous permettra d'avoir plusieurs prises françaises chez vous, ou la prise que vous avez dans votre
pays d'origine. Comme ça, avec un seul adaptateur, vous pourrez avoir par exemple 4 prises françaises. Et d'ailleurs, je vous recommande aussi de prendre un adaptateur avant de partir. Moi, j'avais pris chez Castorama à l'époque et c'était beaucoup moins cher que ce que vous allez trouver à l'aéroport, par exemple en catastrophe quand il vous en faut un. Je l'ai déjà fait la première année où je suis partie bosser en France avec mon ordinateur canadien du coup. Qui avait la prise canadienne et j'ai pas du tout pensé, et arrivé à l'aéroport je me suis dit ah zut, ce que je savais pas c'est qu'en fait c'était le même chargeur que mon Mac, donc j'aurais juste prendre le chargeur de mon Mac, mais bon c'est pas grave, j'ai appris de mes erreurs et donc je vous recommande de les prendre avant parce que quand vous allez arriver ici c'est pas si facile que ça en fait d'en trouver un. Quand mes étudiants étaient là au printemps, j'ai des étudiants français qui viennent chaque année, en fait ils ont eu beaucoup de mal à en trouver sur place, donc je vous recommande de les acheter avant de partir. Ça vous évitera de courir de partout dans Toronto quand votre batterie est en train de baisser et que ça devient de plus en plus critique. D'ailleurs pensez bien à prendre un chargeur avec vous dans l'avion, il y a toujours des prises USB. Donc vous pourrez charger aussi dans l'avion pour être sûr que vous êtes à 100% quand vous arrivez ici. Mais vraiment, ça prend pas de place, mais ça va vous éviter bien des galères. Je vous conseille aussi de prendre des Doliprane et autres cachets qui vous font du bien. Ça fait 8 ans que je suis là et je ramène toujours des Doliprane de France parce que je trouve que les cachets ici n'ont aucun effet sur moi. Et alors c'est pas juste un problème pour moi, c'est autour de moi, je pense qu'il y a 80% des Français qui me disent qu'ils ramènent des Doliprane de France. En fait ici, il n'y a pas de dosage aussi fort que les 1000 grammes par exemple pour nos Doliprane. Mais aussi je pense que c'est juste qu'on n'est pas habitué en fait à ce qu'il y a ici parce qu'on est tous à dire la même chose, ça n'a aucun effet sur nous. Moi je m'en sers quand si j'ai vraiment un très gros mal de tête ou pendant mes règles et ça ne fait absolument rien. Donc je préfère mes Doliprane, j'en fais ramener par ma mère là encore, j'en ramène à chaque fois que je viens, mais par contre attention à pas les partager avec les Canadiens parce que pour eux c'est très fort et genre mon mec me dit que ça lui fait mal à la tête. Vu que l'objectif c'est un petit peu quand même de l'inverse, c'est pas, voilà, faites vraiment attention et puis de toute façon comme on est en stock limité, en général on évite de les distribuer autour de nous. Et ça va vous permettre aussi, surtout au début où vous connaissez pas trop la ville, vous connaissez pas trop le pays, pas trop ce qui est dispo, si jamais vous avez un problème, une douleur, d'avoir un petit kit de survie, un petit kit de première nécessité où vous connaissez les produits et vous savez que vous les avez déjà utilisés dans le passé, que vous n'avez pas de réaction allergique, que vous savez que c'est efficace sur vous. Donc voilà, c'était aussi dans ce sens-là. Les objets de valeur aussi, on les met dans le bagage à main avec soi, donc objets de valeur et tout ce qui est électronique, parce que si jamais ils perdent la valise, bah c'est embêtant quand même. C'est embêtant de perdre des choses qui sont, et que ça peut être valeur monétaire ou valeur sentimentale. Vraiment je vous encourage à les mettre avec vous. Je crois que quand j'ai ramené une veste, je suis pas sûre, mais quelque chose de ma grand-mère, je crois que je l'avais mis avec moi pour être sûre que la valise ne se perde pas. Et d'ailleurs en parlant de valises, je vous conseille aussi de séparer, surtout en ce moment avec beaucoup de pertes de valises parce qu'il manque énormément d'employés en fait dans l'industrie du voyage. Je vous conseille aussi, si vous voyagez à plusieurs, de séparer, de mettre par exemple votre valise à moitié et à la personne avec qui vous voyagez l'autre moitié, et de faire pareil avec sa valise à lui ou à elle, et comme ça si jamais il y en a une des deux qui est perdue, vous vous retrouvez pas cul nu à l'arrivée parce que c'est quand même un petit peu embêtant. Là ça va, on est à Toronto, vous aurez de quoi racheter des vêtements, même si j'imagine quand on part en vacances ou en séjour comme ça où on arrive, le but c'est pas de refaire sa garde-robe, mais par exemple là mes cousins qui sont arrivés quand on était en France, si vous n'avez pas vu les vlogs, je vous mettrai les vlogs ici de mon séjour en France où j'ai revu mes cousins américains après 6 ans. En fait ils sont arrivés dans notre petit village en Ardèche avec rien à se mettre, ni pour eux ni pour les enfants, parce qu'on leur avait perdu la valise de vêtements. Autant vous dire qu'en Ardèche c'est pas l'endroit le plus simple pour retrouver des habits, donc voilà, juste à garder ça en tête. C'était un petit conseil gratuit qui s'applique à la situation actuelle en même temps. Si vous regardez la vidéo dans un an, j'espère vraiment que ça sera plus d'actualité et qu'on n'aura plus de problème de valise perdue. Et ensuite, pour terminer avec la valise, dans le bagage à main, je vous encourage à mettre des choses à grignoter, puisque c'est beaucoup moins cher si vous les prenez avant. Moi quand je pars d'ici, je les prends à Dolorama. Quand je pars de France, je prends souvent à Intermarché. C'est beaucoup moins cher qu'à l'aéroport et surtout, vous savez pas en fait ce que vous allez avoir à manger dans l'avion. Vous savez pas si ça va être suffisant pour vous, si vous allez aimer, mais aussi c'est possible que vous soyez stressé, que vous ayez envie d'avoir quelque chose qui vous réconforte, donc des bonbons, des gâteaux, quelque chose de familier. Donc je vous encourage vraiment. C'est possible aussi que vous ayez à attendre des heures. Donc d'avoir un petit truc à se mettre sous la dent, ça fait toujours plaisir. La seule chose que vous pourrez pas prendre, c'est à boire. Mais moi je prends à boire à chaque fois quand j'attends en fait la porte d'embarquement. Et souvent ce que je fais, c'est que je prends des choses que je n'ai pas ici en fait. Donc là j'ai 3 bouteilles d'Oasis Tropical dans mon frigo. J'ai une bouteille de Schweppes agrumes qu'on ne trouve pas ici, et donc là on a le droit désormais puisqu'on a passé déjà la sécurité. Donc voilà, c'est le petit conseil gratuit de quelqu'un qui est désespéré de ne pas trouver les trucs qu'elle trouve chez elle
Et voilà. Ou alors ça coûte hyper cher si je le trouve parfois ici, c'est vraiment très occasionnel. Donc voilà, les petits conseils. Ensuite, le dernier point que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est l'arrivée à l'aéroport. Alors attention, parce que ça s'est arrivé il y a quelques semaines à un de mes abonnés, et vraiment ça l'a mis dans une galère impossible. Quand vous arrivez en fait au Canada, votre point d'entrée, c'est là où vous allez devoir faire votre visa. Par exemple, si vous faites Lyon, Montréal, Toronto, votre point d'entrée au Canada c'est Montréal. C'est là qu'ils vont devoir faire votre visa. Et en fait, la personne dont je parle, il est arrivé à Montréal, on lui a dit non, c'est bon, vous pouvez y aller, ils le feront à Toronto. Sauf qu'à Toronto, ils lui ont dit non, c'est pas votre point d'entrée au Canada, donc en fait, nous on peut rien faire pour vous. Il fallait qu'il ressorte du pays et qu'il revienne. Donc la frontière elle est seulement à 1h30 de Toronto, sauf que c'est une galère franchement de devoir aller faire valider des visas à la frontière. Ils veulent pas toujours le faire. Il y a des fois où il y a vraiment trop de monde, donc c'est impossible. Donc si vous pouvez vous assurer qu'on vous le fait à votre point d'entrée et pas qu'on vous dise et il faut insister et vous êtes dans votre droit en fait de dire non c'est ici. C'est ici que je dois le faire. Donc ne partez pas en fait tant que vous n'avez pas votre visa si vous avez un changement pour votre destination finale. C'est vraiment le point d'entrée. J'insiste hein, mais c'est trop important et ça l'a foutu dans une galère monstre. Donc je voulais que ce soit écrit quelque part. Enfin écrit non. Je voulais que ce soit dit quelque part pour être sûr que ça arrive pas à d'autres personnes. Et ensuite la dernière chose que je voulais vous partager par rapport à l'aéroport, et on finira là-dessus, c'est que vous devez absolument vérifier votre visa une fois que vous êtes passé à la douane, quand vous avez édité votre visa. Je peux pas vous montrer parce que j'en ai plus du coup, mais on va vous donner un papier, vérifiez bien que les dates sont exactes, que la durée est bien de 24 mois, parce que l'erreur est humaine, hein, je veux dire c'est des personnes qu'on a en face de nous qui peuvent faire des erreurs comme vous et moi. Vérifiez bien que votre nom est bien épelé, que c'est bien votre date de naissance, vérifiez bien aussi que c'est bien un permis ouvert qu'on vous a donné si vous avez un PVT, donc c'est beaucoup plus simple de faire modifier ces choses-là quand vous êtes encore à la douane plutôt qu'après, parce que joindre l'immigration par téléphone c'est un cauchemar, on va pas se mentir. Donc si jamais vous pouvez régler ce problème-là sur place, vous allez vous éviter bien des problèmes. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec moi. J'espère vraiment que vous avez eu des informations qui vont vous servir. Si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été abordées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez d'autres conseils à ajouter que j'ai oublié, parce que c'est possible que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires. C'est important pour les personnes qui passent après, qui vont vous lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je suis toujours dispo pour discuter et pour répondre. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour le vlog.